Ok. Si vous n'avez pas de questions, il reste encore 20 minutes pour le cours. On va passer au chapitre 7. Dans le chapitre 7, on va parler de la cryptographie asymétrique. Donc, on avait dit comme quoi l'un des inconvénients de la cryptographie symétrique, c'est que il faut trouver un moyen pour partager une clé secrète entre deux personnes, entre chaque couple de participants. Et ça va présenter, on va avoir un problème. Déjà, pour un ensemble de n personnes, il faut n fois n-1 divisé par 2 clés secrètes. Donc pour 45 personnes, pardon, pour 10 personnes, on a besoin de 45 clés, mais si on est sur 100 personnes, on va avoir besoin de 450 clés. Euh, et donc, le nombre va augmenter très rapidement. Et en plus, chacune de ces clés doit être communiquée au préalable sur un canal sûr. Si si Bob et Alice sont loin l'un de l'autre et décident de communiquer par courrier électronique, ils n'ont ils n'auront pas possibilité d'accéder à un canal sûr. Et donc, ça va rendre la communication de la clé secrète difficile. Ou alors, s'ils doivent avoir un canal sûr, il faudrait qu'ils payent pour ça et ça va être beaucoup plus cher. En plus, on vous dit que, que l'un des principes de Kirchhoff, et c'est là que Kirchhoff est utilisé, c'est que la sécurité d'un cryptosystème ne doit reposer que sur la clé secrète, que sur le secret de la clé. Pardon. Ce que l'on souhaite en fait, c'est d'empêcher un intrus de décrypter le message et non pas de le chiffrer. Si quelqu'un chiffre un message, ça ne pose pas de problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que personne ne puisse le déchiffrer, à part la personne qui a le droit d'accéder à ce message. Et c'est à ce moment-là que l'idée des systèmes à clé publique est apparue, probablement avec Diffie-Hellman étant l'un des premiers à parler des des systèmes à clé publique. Et que là, il n'est pas nécessaire que le chiffrement soit difficile et donc il peut être public. Seule la règle de déchiffrement est secrète ou privée pour effectuer des opérations secrètes. Donc ça va diminuer de manière considérable le nombre de clés à gérer et surtout, ça évite une communication des clés secrètes préalables. Dans un système à chiffrement asymétrique, chaque utilisateur, comme on avait vu en TD la semaine dernière et en cours aussi, chaque utilisateur va avoir une paire de clés, une clé publique et une clé privée. Si Alice veut envoyer un message à Bob, elle va utiliser l'algorithme de chiffrement avec la clé publique de Bob et Bob va être le seul à pouvoir déchiffrer le message grâce à sa clé privée. Alors, un exemple que vous avez probablement tous dans le monde réel, c'est les boîtes aux lettres. Vous verrez comme quoi n'importe qui peut envoyer une lettre à quelqu'un à partir du moment où il a son adresse. Et puis, par contre, pour pouvoir accéder à la lettre, seule la personne qui va avoir la clé secrète, donc la clé pour ouvrir la boîte aux lettres, va pouvoir récupérer l'enveloppe. Alors, ne me dites pas, mais madame, on peut récupérer, si on regarde comme les boîtes aux lettres qu'il y a à la faculté, on peut récupérer le courrier qui est à l'intérieur. Oui, mais rappelez-vous que les boîtes aux lettres qui sont dans la faculté vont permettre de faire rentrer un mémoire à l'intérieur. C'est pour ça que l'ouverture est large. Dans les boîtes aux lettres normales, l'ouverture n'a jamais été aussi large, en d'autres termes. Un autre exemple, c'est la messagerie électronique. N'importe qui peut vous envoyer un email, mais vous devriez être le seul à pouvoir lire l'email. Donc ça, on l'avait vu en cours déjà. J'avais expliqué jeudi dernier, donc je ne vais pas en reparler. Et on va avoir plusieurs euh, systèmes, en fait, systèmes à clé publique.
Depuis l'invention de la cryptographie à clé publique en 1976 par Diffie et Hellman, un grand nombre de systèmes cryptographiques à clé publique a été proposé. La sécurité de la majorité de ces algorithmes dépend de la difficulté de résoudre certains problèmes mathématiques. Vous avez, je crois, un module qui s'appelle, que vous avez dû faire normalement au premier semestre, qui s'appelle complexité ou algorithmique avancée et complexité, si je me rappelle, si je me trompe pas. Et dans ce module, vous voyez la complexité des algorithmes. Donc ici, on se base sur des problèmes mathématiques qui vont être complexes à résoudre. Donc après quelques années, une grande partie de ces algorithmes qui avaient été proposés au départ ont été cassés et d'autres ont été démontrés impraticables. De nos jours, on se base généralement sur 3 types de systèmes qui peuvent être considérés comme sûrs et efficaces. On a le problème de factorisation d'entiers. Pour cela, on a 2 algorithmes. On va voir juste RSA, mais vous allez avoir RSA et Rabin-Williams. On a les problèmes de logarithmes discrets. Sur les algorithmes d'El-Gamal et de DSA utilisent ce genre de problème. Et on a le problème de logarithme discret sur une courbe elliptique, comme ECDSA, qui est pour dire Elliptic Curves Analog DSA, Digital Signature Algorithm. Donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver de nos jours quand on va utiliser du chiffrement asymétrique. RSA, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, RSA va se baser sur le problème de factorisation d'entiers, ce que j'ai dit juste avant. L'histoire de RSA est la suivante. D'abord, vous allez avoir 3 inventeurs qui sont Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman qui ont travaillé dessus et qui l'ont inventé en 1977. Le brevet de cet algorithme appartient à la société américaine RSA Data Security, qui a été acheté, racheté, etc. Bref, ça reste, c'est toujours les mêmes qui ont qui obtiennent, qui ont le brevet là-dessus. RSA est un algorithme à clé publique qui sert aussi bien à la cryptographie de documents qu'à l'authentification. Alors, la cryptographie de documents, c'est pour donc on parle de chiffrement, c'est pour s'assurer de la confidentialité des données, tandis que l'authentification, ici, on va utiliser la notion de signature digitale, signature numérique, pardon, qu'on verra par la suite. Et cette signature numérique va permettre de s'assurer comme quoi le message, l'information vient de celui qui a envoyé l'information ou le message. Et si en fait, RSA va reposer sur le fait qu'il est très difficile et très lent de factoriser un très grand nombre en 2 facteurs premiers. Donc, si on veut générer, imaginons aujourd'hui, je veux générer une paire de clés privées et publiques pour un algorithme de chiffrement RSA, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord choisir 2 nombres premiers très grands, P et Q. Ensuite, je vais calculer n. N est égal à P fois Q. Ensuite, je vais calculer phi de n. Phi de n est égal à P-1 fois Q-1. On avait vu ce que c'était que phi de n auparavant en cours, c'est la fonction indicatrice de l'air. Et ensuite, il faut trouver un entier E tel que E soit inférieur à phi de n et supérieur à 2,
et que le PGCD entre E et phi de n soit égal à 1. Donc, E et phi de n soient premiers entre eux. Ce qui signifie que E et phi de n n'ont aucun facteur en commun. Une fois qu'on a choisi un E, je dois calculer le D. Alors, le E va être la clé publique, ne va pas faire partie de la clé publique, pour être plus exact. La clé publique, c'est N E ou bien EN, hein, dans un ordre ou dans l'autre. Et on va avoir ensuite le calcul du nombre D. Alors, le nombre D, c'est l'inverse de E modulo phi de n. On avait vu comment on peut calculer l'inverse d'un nombre modulo un autre nombre grâce à l'algorithme d'Euclide étendu. On l'a vu en TD la semaine dernière. Donc là, on aura donc la clé publique NE, la clé privée ND, et puis, maintenant qu'on a ces deux clés, on peut supprimer P, Q et phi de n, on n'en a plus besoin. Et ils ne doivent pas être donnés. Personne ne doit connaître P, Q ou phi de n de nos clés. Donc, je reprends. Je choisis un P qui est un grand nombre premier. Je choisis un Q qui est un grand nombre premier. Je calcule n qui est égal à P fois Q. Ensuite, je choisis un E qui va être premier avec phi de n, et tel que E est inférieur strictement à phi de n. Et s'il est inférieur à phi de n, il est inférieur à n. Ensuite, je vais calculer D avec comme étant l'inverse de E modulo phi de n. La paire NE, c'est la clé publique que je peux donner à n'importe qui. Et la paire ND, c'est la clé privée qui ne doit être connue que de moi. Et P et Q ne sont, une fois qu'on a récupéré ces deux paires, P et Q ne sont plus utilisés et ils ne doivent jamais être divulgués. Pour le chiffrement et le déchiffrement vont être faits à travers les opérations suivantes. Quand on veut chiffrer un message, je vais prendre M à la puissance E qu'on a choisi auparavant, puis modulo N, et on aura le message chiffré. Quand je veux déchiffrer, je vais prendre le message chiffré à la puissance D modulo N et j'aurai le bloc déchiffré. Donc, un exemple, on va avoir l'exemple qui a été proposé par Rivas, Shamir et Edelman. C'était le suivant. Alors, bien sûr, ils ont pris des petits chiffres comme exemple. Et dans les exercices qu'on fera, ça va être aussi des petits chiffres parce que c'est vous-même qui allez calculer. Dans la réalité, quand vous allez utiliser ça, la taille des clés est beaucoup plus grande que cela. Et donc, P et Q, quand ils vont être choisis, sont des P et des Q qui vont être très grands, sont des nombres premiers très grands. Donc, ils avaient choisi P égale à 47, Q égale à 59. Donc, juste après, on calcule Pn qui est égal à P fois Q. Puis phi de n qui est égal à P-1 fois Q-1. Ça nous donne 2668. Puis, on va calculer D. Alors, soit on calcule D, soit on choisit D et on calcule E, soit on choisit E et on calcule D. Bref, ici, ils ont choisi D et ils ont calculé E. Et puis, ils ont proposé d'utiliser le codage suivant. L'espace, c'est 00, A, c'est 01, B, c'est 02, et ainsi de suite, jusqu'à Z est égal à 26. Le message qu'ils ont voulu chiffrer, c'est It's all Greek to me. C'est comme quand on dit en français
Ce que tu me dis, c'est du chinois, ou c'est du chinois. En fait, c'est pour dire comme quoi c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Euh, et donc, là, on va transformer chaque lettre. I, c'est 0,9. T, ça va être 20. S, c'est 19. Et ainsi de suite. Et on va les partager en blocs de longueur 4 parce que N va être sur 2773. Et le plus gros, le bloc, enfin le nombre pour un bloc le plus grand, ce serait si on avait ZZ, qui est 2626, et 2626 reste inférieur à N. Il est important de s'assurer de cela pour la cohérence du chiffrement et du déchiffrement. Donc, quand on veut chiffrer, donc une fois que j'ai transformé tout ça en nombres, je vais avoir chaque bloc de 4, je vais les chiffrer. Donc, pour le premier bloc, j'ai 0,920. Je vais lui appliquer E à la puissance E, donc puissance 17, modulo N, 2773, et j'aurai 948. Alors, bien sûr, si on est sur des blocs de longueur 4, ça veut dire que même pour le texte chiffré, je dois avoir des blocs de longueur 4. Donc, si j'ai 948, en fait, c'est 0,948. Et donc, le message codé, le message chiffré, c'est pas M ici, hein, c'est C, c'est grand C, va être 0,948, 2342, et ainsi de suite, jusqu'aux dernières lettres qui sont 16, 55. Pour déchiffrer, je vais utiliser chaque bloc et je vais leur faire à la puissance D, donc à la puissance 157, modulo N, 2773. Donc l'inconvénient de RSA, c'est que si on veut casser RSA, la plus grande, c'est que pour cela, on va essayer de découvrir la clé privée qui correspond à la clé publique. Et à ce moment-là, l'attaquant pourra lire des messages chiffrés avec la clé publique. Une autre façon de casser RSA, c'est de trouver une technique permettant de calculer la racine EIM modulo n, puisque quand on est en train de faire le chiffrement, on fait m à la puissance e modulo n. Alors la racine EIM de C mod n, c'est le message m. Sauf que il n'y a pas de méthode qui permette de faire ce calcul directement. D'où on ne peut pas casser, pour le moment, hein, pour le moment, on ne peut pas encore casser RSA avec ça. La résistance d'un document chiffré avec l'algorithme de RSA s'appuie sur le fait qu'il est extrêmement difficile de factoriser en donnant deux facteurs premiers un très grand nombre. Et l'attaque va donc consister à utiliser les plus rapides algorithmes de factorisation et les plus puissants possibles pour factoriser le nombre n qui est extrêmement grand. Alors, dans certains cas spéciaux, on peut retrouver un message en clair, même si on ne connaît pas la clé privée. Et pour cela, si on- pour pouvoir avoir cela, c'est le cas suivant. On a un seul et même message qui a été envoyé à euh, deux utilisateurs, et ces deux utilisateurs utilisent le même modulo N. En plus, B1 et B2, donc en fait, euh, la, la clé de chiffrement de l'utilisateur, la clé publique de l'utilisateur, du premier utilisateur, son exposant, ainsi que celui du deuxième utilisateur, sont premiers entre eux. Donc, si on a B1 et B2 sont premiers entre eux et que N est le même,
on va pouvoir trouver X sans connaître les clés secrètes. Désolée, j'ai eu une déconnexion. Ah, oui. Donc je disais, si B1 et B2 sont premiers entre eux, on peut trouver X, donc le message clair, sans connaître la clé A1 et A2, les clés privées A1 et A2, et sans avoir à factoriser N, ou à retrouver les facteurs de N, P et Q. Donc pour cela, on va utiliser l'algorithme d'Euclide, et tel que UB1 plus VB2 est égal à 1. On va calculer ça. Et on va pouvoir, à ce moment-là, pour retrouver X, ça va être égal à Y à la puissance U, Y1 plutôt, à la puissance U, fois Y2 à la puissance V. Et ça va nous donner X mod N. Et bien sûr, on a une autre manière de faire, c'est que si on connaît phi de N, on peut retrouver P et Q. Si on connaît, et donc on pourra déduire P et Q et donc pouvoir retrouver la clé privée à partir de la clé publique et de phi de N. Donc on s'arrête là pour le cours et on va passer au TD.